à tous. Merci d'être là. Merci à tous les invités d'être là aussi. Ça- donc, le thème de cette table ronde sur le langage et la communication, c'est un thème qui nous semblait sur la thématique la voix des autres, à la fois essentiel et assez transversal, puisque la communication, ça se conçoit comme une modalité assez essentielle de du rapport à l'autre. Et c'est un sujet qui traverse la science-fiction, soit éludé, comme dans le cas, on en parlera, ce qu'on appelle le traducteur universel, soit qu'il soit le support à des spéculations. Pardon. C'est un sujet qui revient toujours sur la table. Et donc, pour cette... Pardon. Et donc, du coup, voilà, on va... Pardon, je suis désolée. Donc, on a un panel d'intervenants et d'intervenantes d'horizons très différents qui nous ont aussi incité à ouvrir la réflexion à partir de la science-fiction. Donc, on va partir du thème notamment du premier contact, qui est un peu qui était un peu notre amorce pour cette table ronde, et ouvrir la réflexion à l'imaginaire en général, y compris la fiction historique et y compris la fantaisie. Donc voilà. Ouais, vas-y. Bonjour et merci encore aussi à toutes et à tous d'être là. On va vous présenter les différents intervenants. On a essayé de faire une table ronde un petit peu variée, on va dire, au niveau des profils, que ce soit des profils un petit peu complémentaires. Je vais commencer par Monté, donc ici présent, donc Montezuma, voilà. Connu pour sa chaîne, pas du même nom du coup, la chaîne Linguistica, qui est une chaîne qui vulgarise la linguistique qui est ta discipline universitaire que tu as étudié, mais il y a d'autres points sur lesquels on était très intéressé à avoir ton intervention sur le sujet de la communication dans la SF, dans la fantasy également, enfin dans toutes les littératures de l'imaginaire, parce que en plus toi tu es passionné de langues artificielles, donc des langues qui ont été créées volontairement par des gens, qui est un procédé qu'on utilise énormément en science-fiction et en fantasy. Voilà, évidemment Tolkien, le Klingon dans Star Trek, etc. Donc tu es très passionné par ça. Et en plus, tu l'as pratiqué, c'est-à-dire que tu as créé soit en tant que passionné des langues de ton côté, et tu en as même créé pour des œuvres de fiction, notamment Calls, qui est une série Canal+, sur laquelle on t'a demandé des trucs, genre créer la langue des démons ou de choses comme ça. Donc tu as la méthode pour faire ce genre de choses et tu vas pouvoir nous en parler. Ça a même été ma porte d'entrée dans la linguistique, la création de langue. Donc c'est ce sur quoi j'ai ma première expertise à la base. Et voilà, parfait. Donc ensuite, nous avons Frédéric Landragin, Bonjour. linguiste, directeur de recherche au CNRS, notamment sur le traitement automatique des langues et sur la question de comment les machines peuvent nous comprendre. Donc Frédéric, tu as un travail de recherche qui est alimenté par la science-fiction et par les questions qu'elle pose. Et donc, tu as écrit 2 essais au Bélial dans la collection Parallaxe, qui est une collection qui mélange référence à la science-fiction et vulgarisation scientifique. Le premier, c'était Comment parler à un alien, qui s'intéresse à la place de la linguistique dans la science-fiction à partir justement du thème du premier contact avec les extraterrestres, mais aussi comment la science-fiction spécule sur le langage avec des œuvres un peu plus, on va dire, ardues comme Ian Watson, L'Enchâssement. Et ensuite, donc, Comment parler un robot, qui est un ouvrage peut-être un peu plus technique encore parce qu'il est en rapport direct avec tes recherches, mais qui est aussi un ouvrage de vulgarisation très accessible avec toujours beaucoup de références au cinéma, à la littérature de science-fiction. Et donc, ça, c'est sur les machines à langage dans la science-fiction et en particulier donc les machines parlantes, les robots parlants, les intelligences artificielles, sur comment il est possible qu'elles parviennent à se faire comprendre et à nous comprendre. Donc voilà, un invité de choix est tout désigné pour cette thématique. Voilà.
Ok, ensuite on a Patrick Doudnay qui lui est du coup, tu es écrivain du coup, donc toi tu es en plein dans la problématique puisque pour écrire tes livres tu es obligé justement de te poser cette question-là, notamment du fait que toi à la base tu écris plutôt du noir, qui est du coup un genre plutôt on va dire terre à terre et qui est censé être très dans le réel d'une certaine façon, mais ton sujet à la base universitaire c'est la fantasy, et maintenant tu es connu pour un cycle de fantasy qui s'appelle L'Enfant de Poussière, qui en est au 3e tome, du coup. Et ce que je trouve intéressant dans le fait que tu viennes plutôt d'une littérature un peu très ancrée dans le réel, c'est que tu écris une fantasy, je pense que tu me pardonneras le terme, très matérialiste, non ok, tu me pardonnes pas. Ok. Où en fait, tu accordes énormément d'importance à la réalité matérielle de tes personnages, même si c'est un monde complètement, c'est pas de la fiction historique, c'est vraiment un monde complètement inventé, et aux réalités, on va dire, socio-culturelles qu'il y a dans cet univers. Et du coup, tu es obligé de te confronter à l'aspect linguistique des choses, on va en reparler, et justement, tu es obligé de choisir des stratégies pour, soit créer des langues complètement à la Tolkien, ou pour justement éviter de faire ça, comment tu vas inclure du lexique, ou des phrases même entières et tout en restant dans quelque chose de très plausible et presque pas scientifique, mais en tout cas très très matériel et très réaliste dans ta façon de dépeindre ça. Bah ouais, carrément. Salut. Effectivement, l'un des thèmes centraux, voire peut-être même le thème central du cycle, c'est la question de l'altérité, voire même de l'altérité absolue. Et du coup, voilà, je pense que je suis ravi d'être là avec d'aussi doctes personnes. Et voilà. Voilà, et donc je vais présenter notre autrice, Luvan, donc, qui est à la fois autrice, traductrice, poétesse et artiste, je dirais un peu polymorphe, enfin qui travaille avec. Voilà, non, mais ça fait un peu ronflant comme un terme, pardon. Non, polymorphe, c'est génial. Donc, tu touches à de nombreux médias, je dirais, et matériaux différents. Avec beaucoup de collaborations avec des artistes aussi dans le théâtre, et notamment tu as une passion pour le son, enfin le matériau sonore, je dirais. Et donc Luvan Hout, qui a fait partie du collectif d'écrivains Zanzibar, qui a déjà été pas mal aux Intergalactiques, fait aussi partie du collectif de création radiophonique, Monique. Donc pour parler un peu plus de ton imaginaire, je dirais qu'il est à la lisière du fantastique, de l'anticipation, il est forgé par un esprit de curiosité, notamment par rapport aux langues, parce que il a été alimenté par beaucoup de voyages aussi, en Afrique, en Scandinavie. Donc il y a deux recueils de nouvelles, notamment qui sont parus chez Lystopia, Cru et Few of Us, et 2 romans à la Volte, dont le dernier, dont on va, je pense, plus spécifiquement parler aujourd'hui, Agrafa, qui est paru en 2020. Alors, comme cette table ronde était censée être sur la science-fiction au départ, j'ai réfléchi à la manière dont on pouvait introduire Agrafa dans une table ronde qui est sur à la base sur le rapport aux aliens et au premier contact. Et j'ai pensé à cette idée qu'on a parfois dans la science-fiction de communication différée, c'est-à-dire on reçoit un signal de l'espace ou alors des vestiges archéologiques d'une civilisation extraterrestre, et on essaie de les décrypter, de les comprendre. Agrafa, c'est une histoire de communication différée, mais dans le temps, puisque c'est un roman qui est en fait une entreprise d'édition, de reconstitution d'un corpus, et en partie de traduction des textes vraisemblablement écrits, où la question se pose s'ils sont apocryphes ou non, d'une communauté de femmes vivant, religieuses, mystiques, qui ont vécu autour de l'an 1000. Et le roman se présente vraiment comme les recherches
d'une universitaire qui, un peu, je pense aussi, un alter ego de l'autrice, qui retranscrit en fait, ses écrits. Et on a vraiment cette idée de reconstituer un temps à partir de la langue, à partir d'une collection d'écrits. Et voilà, on en reparlera peut-être plus tard. Et oui, aussi de langues d'horizons très divers, puisqu'il y a des racines celtes, il y a des racines germaniques, il y a des racines latines. Donc voilà. Et alors, je sais pas si- oui, si c'était tu un veux mot. peut-être dire quelque chose. Bonjour à tout le monde. C'est parfait. Avant de se poser, je propose pour commencer, avant de se poser la question de, en gros, qu'est-ce qui se passe s'il y a des martiens qui arrivent et qu'est-ce que ce serait leur langue, est-ce que ça serait seulement une langue, etc. Comme on ne sait pas, on n'a pas de martiens sous la main actuellement, enfin, à ma connaissance. On va poser la question de dans la fiction, notamment les fictions spéculatives, donc de science-fiction ou de fantasy, où en gros on est obligé d'inventer un monde et on est obligé d'inventer des altérités qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire des aliens, des robots, des civilisations anciennes, des peuples qui n'ont strictement jamais existé. Et du coup, les écrivains doivent, ou les écrivains ou dans n'importe quelle fiction, doivent aborder ce problème. Et comme tu disais Anne au début, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux stratégies. C'est soit on le traite, c'est-à-dire qu'on en fait un sujet, typiquement Premier Contact, voilà, c'est un truc comme ça, ou même sans en faire un sujet jusqu'au bout, mais voilà, Tolkien qui va quasiment créer des langues et ensuite créer un univers à partir de ça, voilà, ou la stratégie de l'esquive, typiquement le traducteur automatique, qui est genre voilà, c'est les trucs de SF où en fait tout le monde parle anglais américain parce qu'en fait l'arnaque c'est ouais, c'est bon, il y a un traducteur, c'est automatisé, voilà, on se pose pas la question. Et du coup on se demande pas comment on parle des aliens et voilà. Et il y a des choses plus subtiles, notamment en fantasy, où tu peux, sans aller jusqu'à te poser la question d'une langue complète, essayer de mettre des éléments, du lexique, des concepts dans d'autres langues créées. Et j'aimerais bien si on peut faire peut-être un premier tour de table sur les différentes méthodes qui sont utilisées en SF, en fantasy, en tant qu'auteur ou en tant que créateur de langue ou spécialiste de la langue, ce que vous avez à en dire un petit peu de ce problème, comment dans ma fiction, je vais devoir inventer complètement une façon de communiquer d'un truc qui n'existe pas, quoi. Je sais pas qui veut commencer. Ouais. Frédéric, ouais. Ok, je peux commencer. Ouais. Je suis d'accord avec ces deux façons de voir les choses. Soit effectivement la communication est la question centrale de l'œuvre, et à ce moment-là, tout tourne autour de comment on peut communiquer quand on ne partage strictement rien en commun, c'est-à-dire ni langue, ni culture, ni même façon de faire des gestes ou quoi que ce soit, ni même un même corps. Hein. Donc à ce moment-là, on est dans le cas, oui, du film Premier Contact et avec les heptapodes et la linguiste Louise Banks qui essaye de mettre en œuvre une méthodologie pour arriver à apprendre la langue des heptapodes et à ce que les heptapodes aussi arrivent à apprendre l'anglais américain. Et du coup, moi j'ai l'habitude dans ce cas-là de parler de linguistique fiction, puisque finalement le côté science de science-fiction repose sur la science qu'est la linguistique. Et le deuxième cas de figure, alors c'est peut-être pas une arnaque, le traducteur automatique universel, enfin ça dépend, mais c'est un moyen commode en fait. C'est commode pour le spectateur parce que franchement, quand on regarde un film qui met en scène un certain nombre d'ethnies, c'est pas très marrant de se payer des sous-titres en permanence. Donc il y a un moyen qui fait que quand tout le monde parle anglais ou français, ça permet aux spectateurs de suivre et de s'interroger sur les vraies questions de l'œuvre qui, a priori, du coup, sont pas forcément des questions de linguistique. En revanche, c'est un bon moyen pour moi, par exemple, de parler de ce que c'est que la traduction automatique. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'un jour, on arrivera à programmer un traducteur automatique universel et donc à vulgariser autour de ça, quoi. Donc les deux voies sont très intéressantes. Linguistique fiction et puis science-fiction dans laquelle il y a la question de
la communication qui est un petit peu évacuée de manière à ce que l'œuvre soit plus facile à suivre. Tu voulais Ouais, je peux rebondir, je peux enchaîner. Alors oui, effectivement, c'est deux voies, avec souvent même dans une œuvre qui va privilégier la traduction automatique, qu'elle soit d'ailleurs informatisée ou même directement intégrée. Chez moi, Farscape, c'est des germes traducteurs, c'est littéralement ça rentre dans l'ADN. Star Trek, c'est de la technologie, on sait jamais trop comment, c'est jamais vraiment défini, et maintenant que j'ai vu l'intégrale de Star Trek, je peux même définir que pas mal de moments, justement, ils sont sur cette voie-là, mais des épisodes de communication, ils en ont besoin, donc, la panne du traducteur, cette race, en fait, pas trop. Puis en fait, tel concept, visiblement, celui-là, on le traduit pas à ce moment-là, parce que on sait pas pourquoi. Parce que ça sert le propos de l'épisode en question. Et dès l'instant qu'on part par contre sur de la création linguistique, on est quand même très souvent sur en fait des langues qui sont totalement humaines, pour la simple et bonne raison que la contrainte, c'est souvent qu'elles doivent être prononcées par des acteurs qui eux-mêmes sont humains. Et même j'irai plus loin, on est sur des langues qui ne sont pas très éloignées phonologiquement parlant de ce qui est capable de prononcer l'acteur. Et donc moi ça a été le cas quand j'ai créé la langue pour Calls, c'est-à-dire qu'il fallait une langue prononçable par un francophone. Donc j'allais pas faire une langue à ton, quoi. J'allais pas partir sur du chinois. Parce que il lui-même n'aurait pas pu prononcer ce que j'avais à lui écrire. Donc c'est extrêmement limitant, et donc c'est aussi d'ailleurs très souvent occidentalo-centré. Hein. Donc en fait on a des langues aliens qui sont en fait malgré tout très européennes, parce que qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en France, ou même qu'on soit en Russie ou en Inde, on est quand même sur de la langue indo-européenne, et souvent il y a beaucoup de gens aussi qui sont dédiés ou qui se dédient à la création de langues dans leurs œuvres, en étant eux-mêmes souvent ce qu'on appelait des locuteurs naïfs de leur langue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de recul sur quelle est la grammaire de la langue qu'ils parlent ou des langues qu'ils parlent, qui sont des langues parfois qui sont très proches, et donc fatalement ils vont s'inspirer de ce qu'ils connaissent, et ce qui n'est pas du tout très exotique en réalité. Donc c'est dur aussi de devoir s'extraire de ça, parce qu'en fait, en réalité, un alien, il n'est pas du tout dit non seulement qu'il puisse entendre ce qu'on dit, il n'est pas dit qu'il ait les organes adaptés, le fait qu'il ait une bouche et qu'il puisse parler, déjà que sur Terre, c'est compliqué de faire parler un singe, alors faire parler des aliens, on n'y est pas, je pense, mais malgré tout, effectivement, il faut faire comprendre que l'alien puisse parler. Donc, mais de toute façon, on va rebondir sur la table ronde qui avait été faite avant. Souvent, les aliens, c'est quand même un peu des humains modifiés, donc bon. Ouais, comme on a deux personnes justement qui écrivent de la fiction ici, c'est quoi vos petites recettes d'auteurs sur comment aborder justement l'altérité dans la communication, dans la façon de parler, dans la culture aussi des autres, que ce soit séparé dans le temps ou dans des univers complètement imaginaires comme ça. Comment vous procédez? Quelles questions vous vous posez Moi, la manière dont j'ai un peu esquivé vaguement la problématique, enfin esquivé non, en fait, pas du tout, je l'ai non, non. Eh ben non. La façon dont je l'ai intégré en fait au récit, c'est justement qu'on se vend puisque donc dans le cycle de Sif, on aborde le récit par le prisme du narrateur, qui est également le personnage, et en fait, j'en ai fait un polyglotte. C'est-à-dire qu'en gros, il débute son histoire dans le cycle. Il parle déjà deux langues. En gros, au début, je crois qu'à l'issue du deuxième tome, il en parle 6. Après, il a une maîtrise approximative. Donc j'essaye aussi de relayer ça, et du coup ça pose aussi des problématiques narratives du fait que il y a des langues dans lesquelles il n'est pas entièrement à l'aise. En vrai, il en maîtrise 2, 3 de façon bilingue, mais il sait aussi baragouiner dans d'autres langues, et du coup puisque tout passe par son prisme à lui, c'est possible du coup pour moi d'aborder, on va dire, l'altérité dans ce sens-là, en incluant aussi la difficulté qu'il y a à partiellement parfois comprendre ce que l'autre est en train de te dire, quoi.
Mais je précise quand même pour peut-être ceux qui n'auraient pas lu, il y a quand même aussi parce que là justement ça fait un peu stratégie du traducteur automatique parce qu'il est polyglotte, mais en réalité t'emploies quand même, il y a des phrases, il y a des mots. Comment t'as raisonné pour créer ces langues-là, enfin ces bouts de langue en fait? En fait, je pense que la façon dont j'ai procédé pour les créer, c'est plutôt cohérent avec la manière dont j'ai procédé pour créer, entre autres, les cultures qui habitent le monde que je mets en scène. Donc, qui se déroule sur une zone géographique fictive qui s'appelle la péninsule, qui n'est pas du tout une péninsule par ailleurs. Personne m'a encore fait la remarque, mais maintenant il y a des cartes qui sortent. Oui, ce que j'ai... non, j'ai oublié ta question. Ouais, juste mais tout simplement, tu vois, genre est-ce que t'as pris, parce que pareil, je sais que t'as fait ça, est-ce que tu pars de langues que tu mélanges un petit peu? En fait, du coup, mon processus dans le cycle, c'est de faire pas mal appel à l'inconscient collectif, et en fait, tu vois, de reprendre un peu des mythes, de reprendre un peu des histoires que tout le monde connaît, qu'on connaît tous, qui imprègnent nous notre culture, parce que pour le coup l'axe linguistique de mon cycle il est résolument francophone, et je pense que culturellement ça vaut aussi. Et du coup je pense que ce que je fais, c'est que je suis davantage dans la création d'une sorte de à la fois par le biais des sonorités et par la structure grammaticale, plutôt dans des fantasmes de langue que de réelles langues fonctionnelles. Je campe quand même des structures grammaticales distinctes pour chacune des langues inventées que je mets en place. Mais mon boulot, c'est moins d'inventer une langue fonctionnelle que de susciter par l'emploi de la langue l'imagination en fait des personnes qui me lisent. Et par exemple, il y a un des peuples dans le cycle donc les Var, qui eux vont avoir une linguistique avec des sonorités assez dures, plutôt belgisantes ou scandinavisantes. J'en ai d'autres qui sont au contraire beaucoup plus sur des racines gréquisantes, avec du mélange des trucs un peu turcs, hindi, enfin voilà. Et du coup, par ce biais-là, et en gros l'emploi plutôt de la sonorité en fait, de la musicalité de la langue, mon idée c'est plus d'arriver à évoquer des choses qui existent déjà pour aider à tisser en fait l'ambiance, ce que le lecteur va ressentir de l'idée d'un peuple ou d'une culture, plutôt que une linguistique réellement fonctionnelle de bout à bout, quoi. Tomber l'ambiance. Pardon, je fais une petite performance en même temps. D'accord. Je vous lirai ça à la fin. Ce qui n'existe pas. La question sur la façon de procéder, j'aimerais bien savoir si dans la salle il y a des personnes qui parlent l'espéranto ou qui sont en train de l'apprendre. Et si je pouvais entendre des mots comme ça, tout fort. On vous voit pas vraiment, donc avec les masques, vous pouvez prétendre que c'est quelqu'un d'autre qui dit. Je peux en donner des termes, s'il faut. Hein. Oui, c'est pas que j'en veux, je voulais la participation de la salle, mais c'est gentil, merci. Toi, tu as déjà le micro. Super. Oh, je crois que je reconnais le haut du crâne de Erwan, c'est possible? Magnifique. Et elle a dit Nabo? Knabo. Magnifique. Et du coup, dans Sousto, qui n'est pas sur cette table, qui est un roman d'anticipation, j'ai postulé que les différentes populations réfugiées au pied de l'Érébus en Antarctique avaient décidé collectivement de parler espéranto. Donc c'est de la science-fiction, c'est la stratégie de l'esquive, mais pas véritablement parce que c'est probable. Et du coup, je ne sais pas si en fait, ça m'a frappé une fois, j'ai été invitée après une soirée très arrosée. Je ne sais pas comment je suis arrivée là. Je suis arrivée dans une convention d'espérantistes à Göteborg en Suède. Et ce qui m'a frappée, je suis rentrée et je me suis dit oh, une convention Star Trek.
Mais les gens, c'était les mêmes. Et ouais, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Et j'ai papoté, il y avait en fait la moitié des gens étaient asiatiques parce qu'effectivement c'est un mode d'entrée. Ils m'ont expliqué que c'était un mode d'entrée pour eux, pour les langues, pour l'étrangeté qui était pour eux les langues occidentales, parce que du coup l'espéranto prenait un petit peu un mélange de toutes les logiques des langues occidentales. Bref, altérité, pas de martien sous la main, fantasme des langues, ce qui n'existe pas. Agrapha signifie ce qui n'est pas écrit. Stratégie de l'esquive. La façon dont j'ai fonctionné dans Agrapha, c'était plutôt, oui, la trace, le signe, la façon dont les gens parlaient. Ça n'a pas été enregistré. On était autour de l'an 1000. Qu'est-ce qui se disait, qu'est-ce qui se passait? Sans aller jusque Mars, comment est-ce que le non-verbal passait? Comment les personnes se touchaient ou pas lorsqu'elles se parlaient? Et j'ai essayé de reconstituer une langue qui nous est profondément étrange et profondément semblable. Le français, dans d'autres circonstances, pourrait être tout simplement un latin moderne, comme le grec est devenu enfin, le grec moderne est juste la continuation du grec ancien. Et il s'est passé des choses, des transformations. On s'est mis par tendresse à adopter des mots celtes, des mots germaniques. Et j'ai essayé de reconstituer ce qu'était ce plurilinguisme. J'ai lu beaucoup les thèses d'un type qui s'appelle Bagnard, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un linguiste spécialisé de cette époque-là, qui disait qu'en gros, les gens étaient, c'est un peu comme quand on se balade en Afrique du Nord et qu'on entend l'arabe avec des mots français, espagnols, qui émaillent la langue, ou quand on entend des mots bretons émaillés, qu'on écoute Radio Brésisel et qu'on entend des mots français dans des conversations en breton. Et j'ai eu envie de ça. J'ai envie de cette langue-là, j'ai eu envie de la vivre. Voilà. Et au-delà de ça, c'est une question de, effectivement, ce qui n'existe pas. Quel était le cosmos à l'époque? En l'an 1000, probablement, il y avait des milliers d'autres oiseaux. Il devait y avoir un paysage sonore très différent. Il y avait des plantes qui n'existent plus. Le ciel était probablement très sombre la nuit. Comment rendre ça? Et du coup, une de mes sources d'inspiration, c'est un projet sur Internet qui s'appelle Dark Mountain Project. C'est en anglais. C'est une bande d'allumés autour d'un gars qui s'appelle Kings North. Kings North a écrit un roman qui dépeint... Alors, je l'ai découvert après avoir écrit Agrapha. Ce roman-là, ça s'appelle The Wake, et c'est un roman historique qui retrace la conquête, enfin qui retrace la vie des Vikings dans les îles britanniques. Et du coup, il a essayé de reconstituer le langage des Saxons qui vivaient là également, et des Vikings, etc. Et en fait, il a reconstitué une langue. Je me suis dit, c'est dingue, parce qu'on a fait la même chose. Je me suis dit, ouais, je vais trop le traduire en français, mais là, non, quoi. Je sais pas trop, ça a l'air compliqué. Donc, dans Agrapha, j'ai essayé de... C'était l'autre motivation, c'est comment retranscrire un cosmos qui n'est pas le nôtre, comment reconstruire... si j'utilise le mot sorcière ou vierge, ben, sorcière, on va avoir les images d'Épinal d'Halloween. Vierge, on va penser à cette invention moderne qui s'appelle l'hymen, qui n'existe pas. Et à l'époque, ben non, il faut dire Virgo. Virgo était juste une femme qui était pure et faisait le choix de l'abstinence. Mais elle pouvait avoir 80 ans ou elle pouvait être veuve. Sorcière, sortaria, c'est une personne qui lance des sorts. Personne n'avait été brûlé. Donc tu parlais de mémoire collective et d'inconscient et de mythe, et la langue c'est ça aussi. Et du coup, voilà comment j'ai procédé. Et alors l'idée de partir sur Mars ou ailleurs est totalement abyssale pour moi. C'est un de mes, en fait c'est mon prochain projet. Ce sera sur le cosmos. Et ça, par contre, voilà, ça c'est. Je n'ai pas encore de... Peut-être dans 2 ans, je peux venir vous dire comment j'ai fait ou comment j'ai pas réussi à faire. Ouais, il y a plusieurs questions qui viennent du coup, mais il y en avait une peut-être
que je me posais, c'est justement là, du coup, on vient de voir que on pouvait faire un parallèle entre reconstituer le cosmos d'une commune, enfin voilà, de l'an 1000 à travers la langue, et que on pouvait faire un parallèle entre ça et la communication avec les extraterrestres et aller sur Mars. Et du coup, on a parlé aussi on fait beaucoup de, comment dire, d'analogies avec, par exemple, aller en Afrique du Nord et entendre des mots en français prononcés autrement. Et je pense que ça rejoint une question qui traverse un peu tout le week-end. C'est en fait, est-ce que la science-fiction, quand elle, ou même l'imaginaire en général, on va dire, quand il aborde les problèmes qui se posent entre, par exemple, de communication entre des langues, comment en gros, les problèmes de communication dont on parle, de premier contact, de langage artificiel, etc. Est-ce qu'elle se contente d'extrapoler des problèmes qui se posent, par exemple, entre des langues différentes à l'échelle humaine, ou par exemple des rapports de communication interespèces, à un degré, on va dire, cosmique et supérieur? Je ne sais pas si c'est très clair comme question. Enfin. Moi, il est directement question de ça dans mes bouquins, donc je sais pas si c'était une question à oui ou à non, mais pour moi la réponse est oui. C'était une question ouverte. Alors du coup, je suis désolé, je vais essayer de spoiler le moins possible pour les gens qui n'ont pas lu les bouquins, d'autant que ce que je vais dire là se passe dans le second tome. Enfin non, débute dans le premier tome, mais c'est pas comment dire, le personnage n'a pas conscience de ce qui se passe. Mais en gros, le problème moi, j'ai une entité qui existe dans le cycle qui recoupe avec toutes les problématiques qu'on vient d'évoquer sur en fait la différence, y compris biologique, mais aussi en termes de construction mentale, etc. Et qui du coup communique par rêve, par songe, et se retrouve dans le deuxième tome. En tout cas, on découvre une civilisation qui s'est construite autour de cette figure en gros de déesse vivante dont ils interprètent les songes et avec qui ils parviennent à entretenir une sorte de communication qui passe essentiellement par le visuel, la création d'images et plutôt même de sensations, puisqu'en fait ça se passe vraiment dans l'esprit des personnages qui interagissent avec elle, donc même pas en vérité visuelle, plutôt sensitive, et qui sont confrontés aussi un peu aux limites de qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre des volontés ou des désirs de communication de cette entité-là. Ça me fait un peu penser à Solaris, qu'on a du coup projeté dimanche, et où c'est exactement ça, c'est-à-dire une entité qui échappe totalement à la compréhension scientifique, au point qu'on n'arrive même pas à discerner des phénomènes, mais en fait qui s'adresse aux humains qui sont sur la station et par songe, et qui a l'air de comprendre quelque chose d'eux, et communiquer en fait à travers leurs songes, leurs réminiscences, leur inconscient en fait. Moi, je pense que la réponse à ta question d'avant, c'est oui aussi. Alors, si je reviens au film Premier Contact, je pense qu'on est plus proche d'un décalque de la communication entre humain et humain que de Solaris, qui est vraiment extrême, quoi. Où là, il y a vraiment, il y a un travail gigantesque, ne serait-ce que pour arriver à décrire les formes que prend la planète et son océan. Et du coup, on tombe un peu dans l'anthropomorphisme. C'est pas parce que les extraterrestres sont des heptapodes qui
qui ont une langue orale très très grave qu'on n'arrive même pas à segmenter parce que bon bah ça fait des bruits et non pas des sons, des phonèmes auxquels on est habitué. Mais bon, au final, on arrive bien à leur envoyer des messages, ils répondent, il y a un dialogue et donc ça ressemble quand même énormément à un dialogue humain. Effectivement, ils ont une langue un peu particulière, mais qui du coup n'est... Alors, par rapport à ce que vous avez tous dit lors du premier tour de parole, je crois que vous avez tous utilisé le mot mélange pour les langues inventées. Et peut-être que dans Premier Contact, on est un petit peu plus loin que ça, parce que les fameux cercles que j'imagine vous avez vus tous avec des petits graphismes et tout ça, c'est quand même assez éloigné d'un mélange de langues européennes ou même d'idéogrammes chinois ou autres, quoi. Mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, au final, les aspects linguistiques, en fait, c'est presque des chimères. C'est-à-dire que au cinéma, par exemple, quand on veut créer un monstre qui fait très très peur, on part pas d'une feuille blanche, c'est très très dur. Donc on prend une tête de lion, une queue de crocodile, des pattes de je ne sais pas quoi, et donc on prend des parties de choses qui existent, on les assemble, et cet assemblage, ça fait une chimère. Et en linguistique, quand on essaye de créer une langue artificielle pour les besoins d'une fiction, inconsciemment ou consciemment, les créateurs de langues, maintenant il y a même un terme pour ça, les conlangers, font en quelque sorte des chimères, c'est-à-dire qu'ils prennent des sons de telle langue, ils prennent des structures syntaxiques de telle autre langue, ils prennent des mots empruntés à telle ou telle langue, ils les mélangent et ça fait une chimère langue, quoi. Et est-ce qu'on peut envisager, j'ai pas lu le livre, que dans Premier Contact, les hectapodes seraient un peu comme nos chats qui miaulent juste pour nous? Je veux dire, est-ce qu'on peut imaginer que les hectapodes, dans la façon dont c'est écrit, je l'ai pas lu, seraient, ils viennent quand même nous voir, donc communiquer avec nous, donc peut-être que c'est quelque chose in between entre leur langue et... En fait, c'est que Premier Contact, c'est un film. Et non, je crois que c'est... Enfin, moi j'ai vu le film, mais... C'est basé sur une nouvelle, ouais. Ah ouais, ok. Une nouvelle de Ted Chiang, ouais, qui s'appelle... ok, je ne savais pas du tout, très bien. J'ai appris quelque chose. Une novella plus... Ok. C'est un texte d'une centaine de pages. Le film est relativement fidèle, en fait. Il y a des aspects qui sont dans la nouvelle qui sont pas trop dans le film, qui ont trait à la physique, mais les aspects liés à la langue, on retrouve les mêmes bases, en sachant que dans la nouvelle, il y a pas ces fameux cercles et les graphismes qui vont avec. Là, c'est clair, ils apparaissent pas. Si je peux noter un truc en plus, parce que je viens que de percuter, effectivement, alors ça vient peut-être que du film, mais c'est pas un spoiler pour ceux qui l'ont vu, mais la façon graphique qu'ils ont de fonctionner, effectivement, ressemble pas à l'alphabet qui existe, mais c'est quand même marrant que ce soit de l'encre. Enfin, en fait, en plus, comme c'est des espèces de, c'est quoi les trucs qui jettent de l'encre, c'est des pieuvres ou les sèches? Les sèches, ouais. Enfin, les trucs qui ont des tentacules, et comme les hectapodes. Et en fait, il y a quand même ce truc et je trouve ça intéressant parce que, par exemple, dans ce que tu disais tout à l'heure, nous on avait vraiment une question là-dessus. J'ai un peu l'impression que on a beaucoup de mal, même dans la littérature des littératures de l'imaginaire qui sont censées imaginer des trucs incroyables, à se détacher vraiment de ce qui existe. Et quand on entend tout ce que tu disais tout à l'heure sur la richesse, ne serait-ce que de prendre 1000 ans avant, ou juste de se déplacer de l'autre côté de la Méditerranée, voir comment les gens parlent, ou des langues comme c'est le piraya, des langues très différentes. Pirahan, c'est ça. Oui. Excuse-moi. En fait, j'ai l'impression que des fois, il y a plus de richesse en réalité il y a plus d'imagination presque dans le réel que dans certaines stratégies qu'on va utiliser dans l'écriture et qu'on a du mal à représenter d'autres formes de communication. Alors c'est peut-être moi qui trouve, qui lit peut-être pas assez de bonnes SF ou quoi, mais j'ai l'impression qu'on est tout le temps ramené vers ce qu'on connaît, alors qu'on devrait essayer de représenter une communication alien qui, comme tu disais aussi, serait... En fait, on peut presque pas imaginer ça, parce que est-ce que ça serait une langue? Est-ce que ça serait seulement des langues au sens où on l'entend?
ou est-ce que ça serait des trucs complètement différents, comme des choses plus sensitives ou enfin, voilà, c'est une question un peu vaste, mais j'ai l'impression c'est vraiment une difficulté dans les littératures de l'imaginaire de représenter ça. Non mais alors, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de diversité linguistique dans le monde que dans les œuvres qui sont censées nous transporter loin de notre monde. C'est encore une fois, beaucoup de créateurs de langues en fait se basent sur les langues qu'ils parlent et ils ont vraiment un très faible aperçu de quelles sont les disponibilités. Je pense que beaucoup de gens ici, par exemple, ne parlent pas d'autres langues que des langues européennes. Si vous parlez français, vous parlez peut-être probablement anglais à côté et vous analysez peut-être certains trucs de l'anglais comme étant un peu atypiques. En réalité, le français et l'anglais, ça fait partie de la même superfamille linguistique qui est l'indo-européen et on va quand même avoir des structures, que ce soit dans l'expression du temps, l'expression, la syntaxe, le fonctionnement du verbe, de l'adjectif, etc. On va pas être sur des trucs qui vont être vraiment très très différents. Alors que si jamais tout de suite on va voir les Piraons des cul nus dans la forêt depuis toujours au milieu de l'Amazonie, où eux-mêmes, le simple fait de faire une subordonnée, c'est un interdit, c'est impossible, ils n'ont pas de pronoms, ou ils les utilisent pas, ils n'ont pas de couleur, etc. Ce genre de trucs. Enfin, évidemment, ça nous paraît très abstrait. On se demande même comment ils arrivent à communiquer. C'est même d'ailleurs, mais c'est une question que même des linguistes se sont posées. C'est-à-dire, Everett, le mec qui a étudié les Piraons, beaucoup des choses qu'il a dites ont été remises en question, non pas sur le fait de ces analyses mêmes, mais aussi sur la plausibilité en fonction de ce que les gens arrivaient à se représenter en tant qu'occidentaux, souvent anglo-saxons, qui habitués à une certaine forme d'occidentalocentrisme, etc. Donc, ce serait aujourd'hui très dur de conceptualiser des choses telles qu'on a pu les découvrir ici. Et encore, il y a même des langues dans le monde dont on ne sait pas à quoi elles ressemblent aujourd'hui, et probablement qu'elles, même si les langues sont de plus en plus en train de réduire en termes de diversité, malheureusement, c'est tout à fait juste ton analyse. Et pour pousser même le truc, il y a aussi le problème que à l'écrit, quand on veut rendre souvent une langue existante, on est obligé de lui attribuer une graphie, quelle qu'elle soit. On est obligé en gros de la normaliser orthographiquement. Il y a cette contrainte qui, de fait, donne un parti pris. En France, la normalisation de l'orthographe, elle se base sur une histoire, etc. Dans la plupart des pays du monde, d'ailleurs, c'est le cas. Il y a une historicité, etc. Et donc, ça force soit à prendre un parti pris quel qu'il soit. Et souvent, là, on voit l'origine de l'auteur. Souvent, quand ce n'est pas réfléchi, on voit l'origine de l'auteur. C'est-à-dire que ce qui va être très exotique pour un auteur européen, ça va être mettre des Y, des H et des apostrophes. Voilà, ça c'est à fond, partout, dans tous les sens. À ne plus pouvoir en digérer. C'est insupportable. Moi, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Lors des mots de 15 km de long imprononçables, au bout d'un moment, faites un effort. Désolé, hein, c'est vraiment... parce qu'ils le font tous. Beaucoup le font tout. Enfin, beaucoup le font en tout cas. Et c'est déjà, ça aide pas forcément à la facilité, le lecteur à avoir une certaine facilité de lecture. Et en plus, du coup, moi je me demande, en tant que personne qui crée des langues, pourquoi comme ça? Parce que c'est beau sur les t-shirts. Mais ce genre de choses. En vrai, ouais, je pense qu'il y a des précédents. Je pense que Lovecraft a commencé. Je sais que pour le coup Tolkien non pas trop, mais J.R. Martin dont on a parlé, Game of Thrones, voilà, c'est du Dracarys, machin, un trucaris, Rhys à la fin, des YS à la fin de tous les mots, des H au milieu, bon, c'est au bout d'un moment, quand tous les mots finissent de la même façon, moi aussi ça me pose des questions en termes de structure. C'est du coup, ce sont des noms, ce sont des verbes, ce sont des adjectifs. Qu'est-ce que c'est? Ce genre de choses m'interroge. Et donc du coup, c'est censé provoquer une idée de c'est différent. Et moi, j'y vois en fait quelque chose de désolé de dire un peu comme ça, mais c'est un peu paresseux, un peu facile. Alors qu'effectivement, sans vouloir partir sur des trucs qui vont être visuellement très différents, on peut quand même rendre compte de choses qui existent et qui sont vraiment à part. Le Piraon, dans la normalisation de l'écriture, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le portugais. Le mot même est écrit en portugais. Pour autant, la langue, il faut se lever de bonne heure pour l'étudier, quoi. Et pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que la normalisation juste de l'orthographe pose des questions en fait sur pourquoi comme ça, pourquoi pas autrement, etc. Ce qui pose du coup ce qui force peut-être à expliquer un contexte. Donc là, après, bon, c'est peut-être parce que je pousse un peu la réflexion un peu loin. En tout cas, ça facilite pas
l'altérité. Sinon, il faudrait créer un système d'écriture spécifique, l'expliquer, mettre des pages. Mais après, pour comprendre ce qu'il y a derrière, c'est compliqué. Hein. Et je crois que, par contre, ce que beaucoup de gens retiennent de Tolkien, c'est l'écriture elfique. Hein, donc peut-être aussi que ça a malgré tout sa pertinence. Moi, je peux ajouter en donnant 2-3 chiffres. À l'heure actuelle, dans le monde, on parle entre 6000 et 7000 langues. La diversité, elle est gigantesque. Il y a des phénomènes de langue dont vous n'avez même pas idée, dont moi, j'ai même pas idée. À chaque fois qu'on regarde une langue en particulier, on découvre des choses et ça remet en question les fondements même de tout ce qu'on a appris, nous, à l'école primaire. C'est-à-dire que la notion même de nom, adjectif et verbe peut être remise complètement en question. Et ça, c'est vrai que en science-fiction, on le voit peut-être pas assez. Ouais, je vais même prendre un exemple tout bête, c'est que je crois que la plupart, par exemple, des gens qui vont créer des langues ne vont pas pouvoir se passer du futur. Alors, ils vont séquencer. Le temps, c'est du passé, du présent, du futur. C'est une façon très linéaire de voir le temps. Ce qui, déjà, je crois, c'est 20% des langues dans le monde qui n'ont pas de futur. L'indo-européen n'en avait pas. Dans les langues germaniques, c'est un temps récent. En latin, le futur qu'on a en français, il est hérité du latin vulgaire. Il n'est même pas hérité du latin latin. Ce sont il y a beaucoup de langues qui se passent très bien du futur. Mais même le français, on peut s'en passer. Exactement, bien sûr. Donc c'est juste avoir un recul qui est quand même assez important. Et il y a plein de langues. L'indo-européen était comme ça, et beaucoup de langues héritières de l'indo-européen qu'on a dans l'Antiquité. C'est pas important de savoir quand se passe l'action. Ce qui est important de savoir, c'est si elle commence, si elle a une fin ou non, si elle est en train de se terminer, etc. Ce qu'on appelle l'aspect. L'aspect est plus important que le temps. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on va très peu explorer, qu'on va très peu avoir, alors que pourtant, dans nos cultures européennes, ça a été central. Mais ça n'est plus aujourd'hui. Mais du coup, en latin, c'est vrai que quand j'ai travaillé sur Agrapha, je me suis rendu compte que le latin utilisait très peu le futur, parce que et ça je trouve ça magnifique, c'est le temps des serments. C'est un temps sacré. C'est vraiment le temps qui va dire « je t'épouserai » ou « je vais te tuer ». « You killed my father ». On est avec des geeks, mais quand même. Ouais. Et du coup, ça m'a frappé. Et aussi, un autre truc qui m'a complètement frappé, tu disais les logiques, enfin, ce qui n'existe ou ce qui n'existe pas, et ce qu'on prend comme pour acquis. Le oui français, il vient pas du latin. En fait, les latins ne disent pas oui, jamais. Ils disent oui, justement, ils disent pas oui. Ils disent tout à fait. Et en fait, ça vient, oui, c'est pour ça que ça se ressemble tellement. Ça vient juste on l'a pompé sur le germanique. Donc le oui vient directement du ya. Yes, etc. Et ça, c'est génial. En fait, on a vécu hyper longtemps où les femmes dont j'ai écrit la vie vivaient dans un monde dans lequel, lorsqu'on parlait au futur, ça impliquait une responsabilité personnelle. Donc on l'utilisait jamais et on pouvait jamais dire oui. Il y a d'ailleurs toujours pas de mot oui, genre en irlandais. Ils doivent reprendre le corps de la phrase. Ce qu'on le voit dans le substrat, donc les Irlandais qui maintenant, pour 97% d'entre eux parlent anglais, vont moins dire yes, mais vont plutôt reprendre le corps de la phrase et reprendre un auxiliaire pour revalider. Donc ils vont avoir un phénomène de substrat, c'est en gros les traces résiduelles de la langue précédente. Qui conserve malgré tout une influence. Mais du coup, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'effectivement, ça me fait penser qu'en Scandinavie, un truc qui m'a complètement halluciné dans les premières réunions, j'assistais à des réunions, et à la fin de la réunion, tout le monde quittait, en fait, tout le monde reformulait. Alors déjà, je trouvais que c'était hyper lent, enfin, c'est genre les Ents. Les Ents, clairement, c'est les Scandinaves. Et je disais, mais au secours, alors heureusement, il y a du café et des petits biscuits et tout, c'est génial, tu prends 3 kilos en Scandinavie. Et du coup, j'étais là, oh là là, c'est long, c'est rasoir. Et à la fin de la réunion, tout le monde se lève et tout le monde a compris. Et moi, j'étais là, et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'en fait, il y avait un truc dans la reformulation qui fait que c'est l'acquiescement. Et du coup, c'est pareil, comme dans certains endroits, en fait, les gens, ils se parlent à moitié dessus, les uns sur les autres et tout. Mais ils n'ont pas besoin de oui, du coup, ou de reformuler, parce qu'en fait, il y a un mode d'acquiescement dans la répétition. Et aussi, ce qu'on fait quand on imagine, parce qu'en fait, tu disais que tu voulais pas être efficace nécessairement dans la création de langue ou fonctionnelle, etc. Mais néanmoins, lorsqu'on raconte une histoire, et c'est pour ça que, j'aimerais bien parler aussi très brièvement de poésie, parce que c'est une autre façon d'accéder à la connaissance du monde et à un partage d'émotions qui sont plus dans le domaine qui ressemble à une communication par le songe, qui du coup doit pas être forcément dans
l'efficacité, c'est pas le bon mot. Mais en tout cas, pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai dévié j'ai digressé avec la poésie, et juste avant, je disais sur la narration, c'est ça. Et du coup, on est obligé d'arriver à une efficacité liée à la narration, qui fait que la répétition, typiquement, a très mauvaise presse. Enfin, il faut pas répéter. Et typiquement, dans une conversation normale, on va répéter à mort, on va dire 10 000 fois la même chose. C'est très culturel en réalité. Il y a des gens qui parlent certaines langues où ils se posent beaucoup moins la question, parce qu'ils ont aussi beaucoup moins d'outils pour paraphraser ou pour faire de la reprise nominale, ce qu'on appelait la reprise nominale, ou etc., du référencement dont tu me parlais hier. Mais je me demande si c'est pas quelque chose d'assez récent et de profondément culturel, en fait, le fait de faire la chasse à la répétition au nom du style, au nom d'un certain purisme. D'ailleurs, je me demande si dans certaines œuvres traduites, en fait, cette stratégie d'évitation de la répétition, elle passe pas à la trappe, parce que moi j'ai fait une licence d'allemand, et je sais que des fois quand on devait traduire, bon bah c'est bien sympa, là il utilise un autre mot, mais bon au bout d'un moment... Ouais, on nous demande, je suis traductrice aussi, et c'est affreux. Par exemple, j'ai traduit des bouquins de Bitlit sur les vampires, et il faut jamais mettre deux fois de suite le mot sang. Bah, des fois, franchement, en anglais, il y a blood, genre 10 000 fois, et ils ont blood et gore quand c'est du sang un peu grumeleux, dégueulasse. Et nous, on n'a pas gore, donc on n'a que sang. Et alors, le liquide rouge, son liquide vital, tu en peux plus à la fin, quoi. Alors qu'on pourrait dire, bah, c'est traduit de l'anglais, juste, voilà, ils ont aucun problème pour répéter les mots, n'ayons aucun problème pour répéter les mots, enfin. C'est vrai, enfin, de toute façon, alors j'essaie de pas trop railroader la conversation, mais la conception même du dialogue dans le cadre de la fiction, c'est toujours un espèce de, en fait, c'est un jeu avec le lecteur, quoi. C'est toujours une entente avec le lecteur, et enfin, je me souviens que, par exemple, des meilleurs fous rires que j'ai eu de ma vie, c'est de voir ma sœur et son amoureux, il y a une dizaine d'années, se lire les dialogues de Guillaume Musso. Comme si, enfin, dans la vraie vie, quoi. Et c'était à mourir de rire parce que personne parle comme ça. Et du coup, en fait, c'est un peu comme quand on va au théâtre, c'est-à-dire qu'on accepte un moment quand on rentre dans une œuvre de fiction ou quand on va au théâtre, on accepte que ce qui va nous être retraduit, c'est une sorte de, c'est plus un code ou l'idée de ce qui a été dit au cours de la conversation plutôt que la conversion elle-même, quoi. C'est pas un témoignage, parce qu'effectivement une conversation en vrai, c'est plein de et ça, moi je trouve ça dommage que les interjections, c'est je crois qu'on a dans 90% de nos phrases on utilise des interjections, donc des des a, des machins, même du bruit, ou même des putains, etc., parce que ça rentre aussi dans le cadre des interjections. C'est une virgule. Ouais, non mais, et c'est dommage que en fait c'est quasi absent de moi j'avais fait un travail un travail universitaire sur les interjections. C'est absent de l'extrême majorité des œuvres de fiction, et c'est bien dommageable. Et d'ailleurs, même dans les interviews, hein, quand on retranscrit des interviews, souvent les interjections ne sont conservées que pour faire passer l'interviewé pour un charlot. C'est terrible, mais c'est écrit 3 petits points entre parenthèses, hésitation, genre de truc. Alors qu'en réalité, c'est permanent. Enfin, je sais pas combien d'interjections ont été prononcées depuis qu'on a cette table ronde, mais il y en a forcément beaucoup. Et ça fait partie, ça fait partie d'un moyen de aussi transmettre des émotions, transmettre tout un tas de choses qui sont nécessaires à l'oral, et qui, en fait, à l'écrit, devrait, enfin, le meilleur moyen de les rendre actuellement, je pense, quand on utilise des façons de communiquer à l'écrit, mais en fait, où c'est du registre l'oral, c'est, je pense, des smileys, des gifs, etc. Je pense que c'est ce qui va un peu suppléer à ça au quotidien, mais c'est un peu dommage, en réalité. Tu penses pas que c'est parce que, en fait, le dialogue dans le roman, c'est essentiellement un outil narratif davantage qu'un... Ouais, enfin une retranscription fidèle, parce qu'en vrai, enfin moi je sais pas, hein, mais je m'imagine en train de lire ou même en train d'écrire un vrai dialogue, et je me dis que ce serait peut-être, un peu chiant, ou un peu bizarre à lire, et du coup de prendre, peut-être tu prendrais le risque de perdre des informations, qu'en fait ton objectif dans la narration, c'est par le dialogue, en gros, c'est l'idée du dialogue, c'est que tu fais passer une info, quoi. Donc effectivement, tu joues toujours avec la langue, les mots, tu rajoutes des trucs pour faire un peu plus vrai, mais en vrai, c'est jamais vrai, quoi. Mais moi, je me demande si Musso est pas un alien.
Alors, je précise un truc, il nous reste moins de 10 minutes parce que je crois que c'est à 15h qu'il faut... C'est 15h Ouais, on peut dépasser un petit peu. On peut dépasser un petit peu. Ok, donc voilà, mais on approche quand même. Et je crois que tu voulais prendre la parole Oui, et bah, que tu voulais faire un point aussi. Enfin, tu as un sujet. D'accord. Donc je commence. Ok. Par rapport à ça, moi, ça me fait penser que j'ai lu il y a pas longtemps Le Trône de Fer. Donc les romans en version française, les 4 premières intégrales, les dialogues ont justement été écrits avec des interjections, des mots mal prononcés. Et ben c'est super énervant en fait. Après la traduction, elle est extrêmement aussi lourde par rapport au texte de base. Hein. C'est En vraiment, plus, c'est très vieillissant. Oui, volontairement. agente d'âme et compagnie. Oui, mais rien que le fait de mettre des e, de mettre des apostrophes parce que les fins des mots sont tronquées, pour un lecteur, c'est insupportable en fait. Au bout de 10 lignes, on se dit bon bah vite que le dialogue se termine, qu'on passe à une phase de narration et qu'au moins on lise un truc qui soit un peu mieux écrit. Donc ça joue aussi. Bah, en fait, ça rejoint ce que j'allais dire et ma question du coup s'adresse beaucoup aux deux auteuristes, mais à vous aussi en fait. Et c'est pas vraiment une question, mais j'ai l'impression que dans tout ce qu'on dit là, bon, la science-fiction, on prend un peu pour son grade, en partie à juste titre, mais c'est vrai que un écrivain, un romancier, un nouvelliste, il s'adresse d'abord à un lecteur et comme on peut avoir du coup plusieurs stratégies et comment dire, on en parlait hier dans la table ronde avec, ils en parlaient avec Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian, et ça rejoint un peu ce qu'a dit Patrick tout à l'heure. Il y a toujours la question de la lisibilité, et c'est ce dont vous parliez tout à l'heure. Il y a la question de la lisibilité, et il y a la question aussi de l'immersion du lecteur. Et effectivement, parfois, utiliser des stéréotypes connus pour un lecteur qui va d'abord être un lectorat français, occidental, ça gagne du temps pour la narration. Et je trouve, je sais pas ce que vous allez en penser, mais c'est une double question. D'une part, est-ce qu'il y a moyen de faire une sorte de différence entre la répétition de stéréotypes éculés et en plus un peu racistes et justement d'enlisement dans une absence d'inventivité, et le fait d'utiliser des choses qui sont connues du lecteur et qui lui sont familières pour l'immerger dans un univers en fait, quitte à après l'emmener vers quelque chose d'un peu différent. Donc ça c'était la première partie de ma question et qui s'adresse du coup à tout le monde. Mais et l'autre partie c'est ça vient de cette même question, mais c'est justement j'avais gardé en tête un exemple, c'était Jean-Philippe Jaworski qui racontait pour gagner la guerre qu'il a un langage de la rue, une espèce de langue des voleurs, des soudards qui se parlent entre eux. Et il disait en gros, je veux que ce soit suffisamment étranger au lecteur pour qu'il voit que c'est une espèce d'argot de la rue un peu difficile à comprendre. Et en même temps, je veux pas avoir à expliciter en note de bas de page ce qui se sont dit, donc il faut que ce soit suffisamment compréhensible. Et je trouve que c'est un bon exemple de garder la lisibilité tout en gardant l'immersion et l'effet de réel. Et en fait, du coup, ça m'a fait penser donc à ce que disait Patrick tout à l'heure, mais aussi à Agrapha, parce que Agrapha, en fait, j'ai l'impression que c'est justement le parti pris inverse. En fait, on va immerger le lecteur dans une entreprise de décryptage qui se compose aussi des réflexions de la narratrice qui étudie ses textes et de son comme s'il y avait quelque chose qui comme si l'immersion passait pas par l'illusion en fait de la fiction. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est peut-être je suis trop partie en live. Non. Louvain, tu veux dire quelque chose? Oui, mais tôt ou tard, mais vas-y. Ok. En fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la poésie, en fait. Et moi, je pense que ta seconde question, en tout cas, s'articule autour de ça. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu vas réussir à invoquer dans le lecteur par l'emploi de certaines sonorités, par la manière dont tu vas agencer tes phrases et leur rythme,
vont en fait être tout autant vecteurs d'information, même si c'est une information sensible, pour le coup c'est pas une information matérielle, que la langue elle-même. Et du coup j'aurais sans doute plein d'exemples à donner sur mon taf en fantasy, mais en fait juste avant d'écrire le cycle, j'ai écrit un livre qui s'appelle Écume, et dans lequel il y a un travail sur la langue qui est extrêmement fourni, et qui en fait se déroule dans l'univers de la pêche. Et je me suis employé à quand même intégrer à ce livre le vocabulaire lié à ce milieu-là, quand il me semblait, en sélectionnant évidemment, quand il me semblait que c'était des mots qui, par leur sonorité ou par ce qu'elles pouvaient évoquer, par ce à quoi elles pouvaient renvoyer, allaient, même si le lecteur savait pas exactement de quoi il était question, qui allait quand même susciter des images et des choses genre un orin ou un dardillon. On ne sait pas en fait ce que c'est, mais en fait si on sait. Enfin, en tout cas, ça évoque quelque chose, quoi. J'ai des remarques en tant qu'émettrice et en tant que réceptrice. En tant que réceptrice, quelque chose qui me frappe quand on parlait avec Léo, je butais complètement sur la ville, l'autre ville. Non, pardon, parce que c'est Léo, effectivement. Non, c'est l'autre ville. Est-ce que quelqu'un dans la salle l'aurait lu? C'est Calais Michel, comment il s'appelle? C'est ça, et Michel Ajaz, oui, c'est ça. Je sais pas comment on le dit. Ouais. Merci beaucoup, Erwan. Yes. Ouf, ce couple va repartir avec tout plein de cadeaux. Avec un t-shirt Yggdrasil. Une encyclopédie Larousse. En fait, j'ai eu du mal, je n'ai pas réussi à le lire à ce moment-là parce que, en fait, ça, c'est quelque chose qui me frappe avec certaines traductions de littérature slave où j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Et du coup, je me suis posé la question et on en parlait avec Léo et on s'est dit, mais peut-être qu'en fait, la traduction anglaise, c'est, il y a quelque chose qui s'est institué en termes de familiarité qui est le français de la traduction anglaise. Et je pense qu'on est habitué, que c'est un code, on est habitué à cette traduction-là parce qu'on lit énormément en France de littérature américaine et anglaise, alors que la littérature slave est juste, on n'est pas configuré pour cette traduction-là, et on peut avoir des aisances. Moi, j'ai plus d'aisance à lire des traductions japonaises, et j'aime beaucoup le fait que même en traduction, il y a quelque chose d'étonnant dans la formulation, etc., qui est bien sûr super lost, même quand on s'appelle pas Bill Murray en traduction du japonais, mais néanmoins. Et en tant qu'émettrice, j'aime ça, j'aime être perdue dans la traduction, et des fois ça me perd vraiment, c'est-à-dire que des fois je repose le bouquin, et l'autre ville, je l'ai toujours pas fini, mais un jour je vais réussir à le finir néanmoins. Et en tant qu'émettrice aussi, et en tant qu'émettrice, je suis toujours frustrée de ne pas réussir à coller. J'ai toujours le désespoir de coller à ce que je veux dire exactement. Et bien sûr, je crois que toutes les auteurices connaissent ça. C'est cette envie d'aller au plus près, de tout expliquer, de tout exprimer, de vouloir passer par la poésie. Et c'est pour ça que je fais de la radio aussi, parce que c'est aussi un autre moyen. Donc là, on peut pas l'aborder, mais c'est une façon de casser ces codes-là. Et contrairement au cinéma, il n'y a pas encore beaucoup de codes en radio. Donc on peut s'amuser aussi. Et du coup, j'ai toujours l'impression de jamais réussir à aller à fond exactement. Et du coup, l'autre chose par rapport à la reconfiguration du cerveau, c'est ce que tu m'as expliqué, Anne, qu'en lisant Agrafa, et beaucoup de gens m'ont dit ça, c'est au début, c'est hyper dur, t'as ton cerveau qui fume et tout, et en fait, il y a une plasticité du cerveau, tout ça, il y a une habitude qui se fait, et on parvient au bout d'un moment à juste ne plus avoir à réfléchir, à se laisser aller par cette langue reconstituée sans majuscules, sans ponctuation, etc., telle qu'elle se copiait et elle se parlait. Et du coup, moi c'est toujours pareil, first contact, non, arrival, les premiers contacts, ouais, arrival. Ça m'a frustrée parce que moi je m'attendais à ce que cette linguiste ait une reconfiguration du cerveau. Je me suis dit en fait, ils sont en train d'essayer de. C'est le cas. C'est le cas, ouais. Et c'est le cas dans la nouvelle ou je l'ai raté dans le film? Oui, aussi. Ouais. Ce qui est, si on en parle, on risque de spoiler vraiment. C'est le plot twist. Mais en gros, en apprenant
Oui, c'est les taches d'encre, tout ça. Oui, c'est ça, oui. Zut, je l'ai vu 2 fois et ça m'a complètement échappé. Pour Bah, moi, elle est restée juste normale. En fait, cette reconfiguration du cerveau, dans le film et dans le livre également, elle est nommée, c'est la thèse de Sapir-Whorf. Il y a un dialogue entre Louis Banks et le physicien sur cette hypothèse. Et lui, il dit, mais quand on apprend une langue qu'on connaît pas, on a le cerveau qui se C'est ça. recable. Oui, je me Voilà. rappelle que c'est formalisé, mais C'est je l'ai formalisé. pas senti dans l'histoire qu'il Bah avait si, été transformé. parce qu'elle a des visions, et c'est parce que son cerveau s'est recablé en apprenant la langue des heptapodes. Ah, ok, mais ça avec du LSD, ça va aussi. Ah oui, ça, on peut aussi, oui. Ok, merci beaucoup. Moi, est-ce que je peux rebondir juste sur un petit point qu'on a évoqué tout à l'heure à propos de la reformulation? En fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça a une fonction. Dans un dialogue entre 2 personnes, si la personne A donne une information importante et que la personne B ne fait que dire oui, 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 on n'a aucune preuve qu'elle a bien compris. Alors que si elle reformule, on a la preuve qu'elle a bien compris le truc. Et ça, c'est important en communication orale. Dans un roman, c'est sûr qu'on va pas jouer à ça parce que des dialogues où il y a des reformulations en permanence, ça va être très très lourd. Mais ça a une vraie fonction. Les militaires s'en servent. Charger le fusil chargé, lancer la roquette lancée. C'est des reformulations, c'est pas oui, oui, parce que oui, on sait pas trop ce qu'il a fait. Et là, ça peut être très important. Et, ça me donne une idée de film. Ça serait... Avec une erreur. Non, parce qu'à un moment, l'affiche du Front National, c'était oui, la France. Ah, mais tout s'explique. Tu voulais continuer, Frédéric, ou pas? Non, puis juste, en fait, moi, dans mon travail de chercheur en traitement automatique des langues, du coup, quand on programme un robot qui parle, on essaye de faire en sorte qu'il dise pas trop oui, oui, et que plutôt il reformule, comme ça, au moins, il donne une preuve à son utilisateur humain que ça a bien été compris, et que donc le dialogue peut continuer. J'ai une petite question un peu du coup qui vient de me. Bon, elle est pas prévue, c'est la Anne, je suis désolé. Mais enfin, si, tu vas voir un petit peu, ça a rapport avec ce qu'on avait discuté, mais je trouve ça assez amusant. Enfin, désolé, ça me fait rire. Comment en fait, par exemple, là, tu parlais de galérer à mettre un univers de pêche avec le vocabulaire de pêche en français. Et à quel point c'est une galère à écrire déjà pour que les gens comprennent et qu'ils soient pas perdus et tout. Et je me dis, si tu pars de ça et que tu te dis, on doit écrire de la communication d'entités cosmiques, de trucs genre qu'on n'est pas censé comprendre, et je me dis en fait on est coincé. Enfin genre c'est déjà tellement dur Et est-ce que en fait c'est un peu la question méta. Est-ce que c'est pas juste parce qu'on est coincé justement à devoir représenter ça avec de la langue? Et du coup, en fait, comment tu fais ça? Juste un petit exemple, parce que j'étais très content que tu parles plusieurs fois de Légationville, de Shaina Mieville dans ton livre. Bon, je vous le pitch pas, c'est trop long, mais juste c'est un truc où j'ai trouvé que justement la représentation de la langue des aliens était vraiment genre mindfuck, quoi. C'est genre en fait, t'es obligé de te reconfigurer pour comprendre leur façon de communiquer, sauf que ça prend 2/3 du bouquin, en fait. Juste reconfigurer le cerveau pour arriver à faire d'accord, il pense comme ça, il voit le monde comme ça, il s'exprime comme ça et tout, mais ça prend alors c'est passionnant quand même, mais c'est tellement difficile à reconfigurer, à se mettre dans un autre univers mental et comprendre comment un truc aussi différent de nous qu'un alien. Et encore, ils ont des bouches et tout, quoi. C'est pas non plus des trucs de lumière ou je sais pas Ils ont quoi, des quoi. louches? Des bouches, pardon. Des bouches. Ils ont peut-être des louches aussi, je sais pas. Mais ils en ont même 2, c'est ça qui est amusant. Ils en ont 2, voilà, c'est ça qui est fou. Enfin bon, bref, est-ce qu'il n'y a pas un problème de juste limitation purement linguistique en littérature ou au cinéma ou pour représenter des communications qui n'existent pas, en fait, dont on n'a même pas conscience, qu'on n'a jamais imaginé, qui ne nous sont pas réellement compréhensibles et nous le seraient pas si on les croisait, en fait. Je voulais juste dire que de toute façon, déjà le fait que ton voisin il est allemand, t'as du mal à le comprendre, tu parles pas sa langue, direct quiproquo, il habite pas loin. Ça fait quelques millénaires maintenant qu'on habite vraiment pas loin, et pourtant on en est là encore. Et en termes de traduction, là, je parle sous ton contrôle, mais dès l'instant qu'il faut rendre
du sous-texte, de l'ironie, du contexte, quel qu'il soit, de la blague, etc. Enfin, c'est compliqué comme pas possible. Alors imagine faire ça avec des gens qui viennent de l'espace. Salut. Hein. Défi accepté. Mais même en fait, il y a aussi ce truc, c'est que les langues aliens sont souvent des langues parfaites. C'est-à-dire, c'est des langues dans lesquelles, quand il y a une grammaire, quand il y a une grammaire, elle est régulière, elle est parfaite. Les aliens, ils font pas. Ils font pas ça non plus. Et ils ont une planète, ils ont une langue. C'est pas de variation, pas d'accent, pas de mots spécifiques pour la pêche, etc. C'est vraiment. Mais des apostrophes. Oui, des apostrophes et des Y. Par contre, ça, on leur a envoyé, ils les ont pris direct. C'était un peu une question que je me posais aussi, justement, c'est que j'ai l'impression que mais pareil, c'est peut-être une vue de l'esprit, mais j'ai l'impression que dès qu'on parle de langue alien dans la SF et tout, c'est une langue anhistorique en fait. Et souvent, c'est une langue très pratique. Elle a pas de même parfois pas du tout de contexte ni social ni culturel. Qui pourrait, pourtant, je pense que pour avoir fait quelques cours d'interculturalité à la fac, nous mettre des dispositions où on dit à un groupe, maintenant ça c'est votre code culturel, essayez de l'expliquer aux autres alors que tu parles la même langue. C'est très rapidement malaise. C'est très rapidement, il se passe des choses très bizarres, où on n'a pas envie d'être là. J'ai envie de sortir, moi, vraiment plusieurs fois. Et pourtant, voilà, il y a forcément une culture, quelque chose qui justifie et qui conditionne aussi le développement linguistique, quoi. Mais il y a le bouquin Le Didaka d'Ursula Le Guin qui parle d'une planète et de la complexité justement des langues, de l'histoire justement de la langue, la façon dont elle a évolué à cause de l'impérialisme terrien, etc. Donc ce bouquin existe et d'ailleurs sa langue des Kesh moi je trouve que justement elle est plus dans la complexité et l'historicité aussi bien donc en profondeur et je pense que elle fait le lien entre les sciences humaines, c'est ça qui est super important en fait. La linguistique n'est pas vue en tant que telle isolée, mais en lien avec tout ce qui avec va la culture, la sociologie, avec tout ça. Il y a même un scénario de SF qui pourrait être, même sans parler d'aliens, c'est juste on envoie des gens dans l'espace, il se passe 3, 4, 5 générations, ces gens-là, admettons, ils sont envoyés par plusieurs nations différentes, bon, quelle langue ils parlent à l'issue, et est-ce qu'ils arriveront, après 5 générations de coupure, à être compris par les gens qui sont restés sur Terre? C'est une question, alors dans The Expanse, il y a ça, parce qu'il y a l'émergence d'un créole, mais il y a encore contact, et il y a un contact progressif, etc., il y a une union de la Terre, etc. Là, si on envoie des Chinois, des Russes, des Américains dans l'espace et qu'on les envoie faire une colonie et que, à cause des temps de trajet, des temps de communication, etc., genre il se passe 4 ou 5 générations, en fait, on a des exemples sur Terre où clairement ce serait compliqué. Enfin, moi, j'ai l'exemple des chercheurs qui sont partis en Alaska pour étudier une population, donc du coup amérindien, une population esquimau-aléoute locale, et en fait ils sont tombés sur des gens qui parlaient un mélange d'une langue locale et de russe. Il s'était passé juste 100 ans, c'était des anciens colons de l'Alaska, russes en Alaska, qui sont jamais repartis, qui sont foutus dans un village et qui sont hybridés avec les locaux. Et déjà là, c'était compliqué, quoi. C'était compliqué culturellement et linguistiquement parlant. Ça devenait un sujet d'étude en tant que tel. Il s'est passé 100 ans, quoi. C'est pas non plus. Et quand on voit les échelles cosmiques et les temps de communication et les temps de voyage, etc., c'est des questions qui se posent. Et même d'ailleurs, ça impose même en fait une autre question, un autre aspect qui est très rarement exploré, visiblement dans ton roman, c'est que les langues, elles évoluent aussi continuellement, dès l'instant qu'il y a rupture, évolution temporelle, etc., en fonction des sociologies, etc. Le simple fait de voyage dans le temps, par exemple, normalement, voyage dans le temps, ça induit forcément problème de communication. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots qu'on utilise aujourd'hui, qu'on n'utilisait pas il y a 30 ans, et là, je parle même pas de si on retourne il y a 1000 ans, parce que alors là, il faut changer la structure de la phrase, il faut accorder les adjectifs différemment, etc. On pourrait juste pas, par exemple, ouais. Il va falloir qu'on rende la salle, donc tu veux conclure peut-être, Anne? Tu veux conclure? Je sais pas. Non, comme tu veux. Juste sur la discussion qu'il y avait justement sur les langues du futur, j'avais juste un petit exemple à donner, outre Ursula Le Guin, qui est encore une fois un excellent exemple. Il y avait une manière de le régler assez intéressante aussi, c'était celle d'Ada Palmer en fait, dans son livre. J'ai un trou de mémoire. Merci, trop simple avec l'éclair. Donc, il se passe. 3 points heureusement pour qu'il est là. Qui se passe vraiment dans un futur très lointain et en fait, le narrateur choisit de s'adresser à son
lecteur dans la langue du XVIIIe siècle, le français des Lumières, parce que la langue dans laquelle sinon il pourrait écrire serait potentiellement absolument pas comprise en fait. Enfin, j'ai bien résumé ou ok. Voilà, c'était juste ça. Mais là, on est reparti pour une demi-heure. Hein. Ouais, c'est ça. Et, du coup, ouais, je suis désolé, c'est juste on doit laisser la salle. Ouais. D'ailleurs, à 15h30, c'est ça. Ici, il y a une projection de toute une sélection faite par Monsieur Nicolas Landé, ici présent, de courts-métrages de science-fiction. Donc, vous allez pouvoir voir vraiment plein de trucs, et c'est vraiment, il s'est très bien trié. Vous êtes sûr que c'est le best-of de ce qui se fait. Donc voilà, ce sera dans cette salle aussi ici. Et vous pouvez retrouver tous les invités, alors soit aux autres tables rondes, bien sûr, vous regardez sur le programme, mais aussi au Salon du Livre, qui est de l'autre côté, là, tout au bout, où il y a des dédicaces, vous pouvez acheter les livres. Vous pouvez aller leur poser toutes les questions que vous n'avez pas du tout pu poser, du coup, parce qu'on a dépassé. Ouais. Et retrouver leurs livres et avoir des dédicaces. Vous pourrez prendre en photo mon bras si vous voulez, je vais le garder cet après-midi. Voilà. Ben, merci beaucoup à toutes et à tous. Du coup, merci d'être venus. Est-ce que je pourrais juste demander à la salle, est-ce qu'on pourrait finir sur... je ne sais pas si c'est possible, c'est juste si vous pourriez... Oui. Au secours, Claire, comme on dit. Si vous pouviez. Si vous pouviez penser à un mot que vous adorez, même quéquette. Ouais, parfait. Et du coup, tous, en même temps, enfin pas en même temps parce qu'on est des humains, et pas des machines. Et si vous pouvez juste le dire, il faudrait peut-être baisser un peu pour... ça va saturer si jamais le son. À 3. 1, 2, 3. Merci. Merci.